tous, je suis le docteur Kevin Chevalier et aujourd'hui on va faire la conférence de maladie infectieuse numéro 2 qui s'inscrit directement dans la veine de la conférence numéro 1. Alors on va commencer sans plus tarder par ce premier dossier progressif qui, comme vous le voyez, va être dédié à la tuberculose. Alors voici l'énoncé, vous recevez aux urgences un patient de 46 ans d'origine marocaine pour altération de l'état général et hémoptysie. Il présente comme principaux antécédents médicaux un tabagisme actif à 35 paquets année, associé à une consommation de cannabis estimée à 1 joint quotidien. Il vous raconte présenter une toux et une asthnie depuis environ un mois, raison pour laquelle il a consulté SOS Médecins il y a 2 semaines, qui a mis en place un traitement symptomatique par l'eucalyptol, un antitussif opiacé, et depuis, il n'a pas eu d'amélioration clinique. Le patient se plaint même d'une fièvre objectivée à 38,5, associée à des frictions ainsi que des crachats striés de sang depuis une semaine. Il vit à domicile avec sa femme de 45 ans, elle aussi d'origine marocaine, sans antécédents particuliers et sa fille de 7 ans. Il travaille comme couvreur dans une entreprise locale, il n'a pas d'animaux à la maison et n'a comme seul loisir que la pêche à la mouche le week-end. Il rentre sa famille au Maroc de façon annuelle avec sa femme et sa fille. L'examen clinique ne met pas en évidence de signes de choc. L'examen pulmonaire est difficile devant la présence de quintes de toux à chaque aspiration. L'examen cardiologique retrouve des pouls présents de façon symétrique, tachycarde, des bruits du cœur réguliers sans bruit surajouté, sans signe de thrombose veineuse profonde, d'œdème des membres inférieurs, d'insuffisance cardiaque droite ou gauche. Les constantes montrent une tachycardie à 101 par minute, une tension artérielle à 120/70, une température à 38,6, une saturation normale en air ambiant. Et il a perdu 4 kilos avec un poids à 59 kilos pour un poids de forme à 63 et il mesure 1,72 m. La première question est une question à réponse multiple de type question en nombre de choix proposés et on vous demande dans la liste suivante les 4 causes les plus fréquentes d'hémoptysie. Alors pour les retenir, il existe un moyen mémotechnique qui est A, B, C, D, E. A pour aspergillome, et je dis bien l'ome et pas ose, donc c'est la réponse M. B pour BK, c'est la tuberculose, c'est la réponse D. C pour cancer, le cancer pulmonaire ou bronchopulmonaire, réponse G. D pour dilatation des bronches ou bronchectasie, réponse K. Et E pour embolie pulmonaire, réponse N. Ceci se rappelait un item sur l'hémoptysie de rang B. Donc jouer moyen technique A, B, C, D, E, A aspergillome, B bacille de corps pour tuberculose, C cancer bronchopulmonaire, D dilatation des bronches et E embolie pulmonaire. Question 2. Quel examen paraclinique prescrivez-vous en première intention? Nous avons un patient qui a une toux, une dyspnée, une atteinte générale, une hémoptysie. On va donc devoir réaliser une radiographie de thorax, un gaz du sang en air ambiant qui témoignera de l'hypoxémie secondaire éventuellement à la privation sanguine, une NFS, en vous rappelant que ce qui tue les patients avec une hémoptysie, c'est pas la perte de sang, mais c'est le fait de se noyer dans son sang, et donc le sang remplace l'air dans les alvéoles pulmonaires, et un groupe sanguin, parce que même si l'anémie n'est pas la cause de la mortalité, n'est pas la gravité essentielle, il peut quand même être amené parfois à transfuser ces patients. Le tubage gastrique ne se fait bien sûr pas en urgence, il se fait chez un patient qui ne tousse pas et qui n'expectoire pas, il doit être réalisé le matin à jeun avant toute levée du patient. En effet, le tubage gastrique consiste, grâce à un petit tuyau, à aspirer du suc gastrique qu'on pourra analyser en bactériologie. En effet, la tuberculose est une maladie secondaire à un bacille acido-alcoolo-résistant, un BAR, qui résiste donc à l'acidité du tube digestif, notamment de l'estomac. Et la nuit, en fait, les sécrétions pulmonaires vont remonter dans la trachée, être dégluties pour être éliminées dans le tube digestif. Et donc, si on va prélever le suc gastrique présent dans l'estomac, on peut récupérer ce suc gastrique des bacilles acido-alcoolo-résistants et donc de la tuberculose. Ceci est renvoyé à un item de rang B. Donc la correction, qu'est-ce qu'on fera chez ce patient? Un bilan biologique qui comprendra un gaz du sang avec une NFS, une UNO, une créate qui serviront éventuellement à un scanner injecté, autant artériel bronchique et non pas autant artériel pulmonaire qui est le temps
de l'embolie pulmonaire, un bilan de coagulation chez un patient qui saigne, le groupe sanguin qui servira éventuellement à transfuser le patient en cas de besoin, des BK crachats chez un patient qui crache et plus ou moins des dimères pour dépister l'embolie pulmonaire. Le bilan radiologique, enfin le bilan paraclinique on va dire, c'est un ECG systématiquement devant tout le syndrome thoracique, un bilan radiologique avec une graphie thoracique de base et assez vite un angioscanner en artérielle pulmonaire, bronchique pardon, et éventuellement une fibroscopie bronchique, mais qui se fait de plus en plus rarement. Question 3. Vous réalisez un bilan biologique minimal qui revient sans particularité, notamment la NFS est normale, l'inogramme est lui aussi normal, la créate est dans les normes, les dimères sont négatifs, vous n'avez pas de trouble de la coagulation. Le CG est réalisé lui aussi normal et vous faites la graphie thoracique suivante et nous vous demandons quel était votre diagnostic. Donc cette question elle est un petit peu difficile mais elle doit vous faire réfléchir. En effet, on indique que les 5 causes d'hémoptysie, c'était aspergillome, qu'on verrait pas sur la graphie thoracique, on aurait une image en gros lot dans une cavité pulmonaire néoformée, BK, tuberculose, cancer, dilatation des bronches, qui serait aussi assez difficile à voir sur un graphie thoracique, on verrait plutôt sur un scanner et qui serait plus diffus, qui n'aurait pas comme ça un tableau de condensation pulmonaire comme on voit ici. Embolie pulmonaire, pareil, l'embolie pulmonaire, on pourrait voir éventuellement un petit infarctus sous forme triangulaire sur la graphie thoracique, mais clairement pas un infiltrat de condensation comme on le voit ici. Donc, le deuxième type qu'on peut évoquer, c'est le cancer et la tuberculose. Pour la tuberculose, on va aller chercher, traquer la caverne tuberculosique. Et en fait, si on regarde bien, et si on regarde notamment ici et ici, on voit deux belles cavernes tuberculosiques. Et donc ici, on retient aussi de tuberculose pulmonaire. Je vous ai mis la correction. La correction, on retrouve donc une opacité alvéolaire qui est ici, qui témoigne en fait de l'hémorragie alvéolaire que le patient présente. Et on trouvera deux lésions d'alvéoles excavées ici et ici, comme je vous l'ai indiqué. Question 4. Vous suspectez une tuberculose pulmonaire. Quel type d'isolement prescrivez-vous d'emblée? Donc, je rappelle qu'il y a grosso modo 3 isolements à connaître. Contact, gants et tablier. L'isolement gouttelette, masque chirurgical. Et l'isolement R, masque FFP2, qui va être ici nécessaire. Et ceci sera appelé à un item de rang A, connaître les principes de prise en charge des sujets contacts et d'isolement du patient. En effet, les principales infections nécessitant un isolement R sont résumées par le mnémotechnique suivant: tu roules vite le cul à l'air Corinne, tu tuberculose, roux rougeole, vite V varicelle, Q fièvre Q, à l'air c'est l'isolement à l'air, Corinne coronavirus sont les coronavirus de façon générale et pas que le Covid-19. Question 5. Vous réalisez une angio-TDM au temps artériel bronchique, mettant en évidence des plages de contraction alvéolaire et des cavernes apicales du lobe supérieur droit, que nous voyons ici. Donc, vous voyez une caverne ici, par exemple, et ici, un beau foyer de contraction alvéolaire avec son bronchogramme aérique. Le patient est transféré dans cette infectiologie de votre CHU préféré, et quelques heures plus tard, le laboratoire de bactériologie vous appelle pour confirmer votre diagnostic probabiliste de tuberculose. Vous décidez d'introduire un traitement de cette tuberculose, quelle molécule prescrivez-vous? La rifampicine? Oui. L'éthambutol? Oui. L'isoniazide? Oui. La pyrazinamide? Oui. La vitamine B6? Non. Nous avons aussi une tuberculose classique, pulmonaire, qui nécessitera une quadrithérapie antituberculosique initiale avec ces 4 molécules, isoniazide, rifampicine, éthambutol, pyrazinamide. Ici, revenez à un item de rang A. Notons que la pyrazinamide serait contre-indiquée chez un patient avec une insuffisance hépatique. Il faudrait, chez l'ensemble des patients, rechercher une insuffisance rénale qui pourrait modifier la posologie des médicaments et rechercher une co-infection par le VIH qui modifierait aussi éventuellement les traitements et qui serait une vigilance pour éviter un risque de IRIS qu'on appelle un certain nombre de restauration immunitaire. Notez aussi que la vitamine B6 a dans cette situation 6 indications, B6, 6 indications, qui sont rappelées dans le collège de pneumologie,
Et ces six indications, ce sont un risque de neuropathie, donc de dénutrition ou de neuropathie préexistante, grossesse, dénutrition, alcoolisme, VIH, neuropathie préexistante, insuffisance rénale chronique. Question 6. Quels sont le ou les effets secondaires possibles dans le cas d'une choréthérapie antituberculeuse? Une neuropathie périphérique secondaire à la prise de rifampicine? Non, c'est faux. La neuropathie périphérique, elle existe. Elle est secondaire à l'isoniazide et à la carence en B6. Une neuropathie optique rétrobulbaire secondaire à l'éthambutol? Oui. Retenez que l'éthambutol, ça bute l'œil. Et donc, on doit faire un examen ophtalmo au début du traitement sans retarder le début du traitement, puis de façon mensuelle, jusqu'à l'arrêt de l'éthambutol qui se fera entre le premier et le deuxième mois. Une hyperuricémie secondaire à la prise de pyrazinamide? Oui, tout à fait. Et vous pourrez retenir que ça augmente l'urie, donc l'urée, et donc le pyrazinamide, c'est le pipirazinamide, ça augmente donc le pipi-urée. Cytolyse hépatique secondaire à la prise de pyrazinamide? Oui, tout à fait, et c'est la principale cause d'arrêt de la pyrazinamide. Cytolyse hépatique secondaire à l'isoniazide? Oui, tout à fait. Donc la bonne réponse ici était BCDE, sur un item mais aussi de rang A. En effet, donc voici les principaux effets indésirables de cette choréthérapie. L'éthambutol donne une norme, la rifampicine colore en orange toutes les sécrétions, pardon, excusez-moi, le ON s'est perdu dans mon carré bleu, et c'est important de prévenir le patient, parce que sinon il pense avoir une hématurie. Par ailleurs, la rifampicine est un excellent inducteur enzymatique, donc prévenez les femmes et même les hommes, plutôt les femmes, qu'il y a un risque que la pilule contraceptive ou que le contraceptif ne fonctionne pas, et donc il y a nécessité d'une conception mécanique. Il faut faire attention à l'ensemble des co-traitements, notamment chez le patient VIH. L'isoniazide donne, lui, de la cytolyse hépatique, neuropathie périphérique secondaire à des carences en B6. Le pyrazinamide donne de l'hyperuricémie, de la cytolyse hépatique. Notez que nos collègues pneumologues et infectiologues aiment beaucoup vous interroger sur le maniement de cette choréthérapie antituberculeuse en cas d'élévation des enzymes hépatiques. Ainsi, quand les enzymes hépatiques sont élevées mais sont inférieures à 3 fois la normale, on surveille. Si ces enzymes hépatiques sont élevées entre 3 et 6 fois la normale, on arrête le pyrazinamide et on poursuit une trithérapie avec une bithérapie qui augmentera de 3 mois. Et en cas d'augmentation de plus de 6 fois la normale, on arrêtera à la fois pyrazinamide et isoniazide et on essaiera de reprendre l'isoniazide à demi-dose avec du coup de nouveau la prolongation de la bithérapie de 3 mois.